Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce premier bloc du vendredi, un premier bloc Before. On vous l'explique, c'est la première fois, effectivement, qu'on vous propose cette émission tout d'abord le matin, puisqu'il est 13h. Et puis la deuxième raison, c'est que vu le succès de l'émission du lundi soir, où nous revenons sur les résultats du week-end, eh bien, nous avons estimé qu'il était intéressant d'avoir un petit peu, de faire quelques projections avant le week-end, et puis de revenir aussi, évidemment, sur l'actualité de la semaine écoulée. Et l'actualité de la semaine écoulée, elle est immédiate aujourd'hui, puisqu'il y a eu conférence du Lausanne Hockey Club ce matin sur le coup de 10h, avec un gros bouleversement, je pense, au niveau de l'organigramme, même si je vois des têtes qui dodelinent un peu. Peut-être que vous n'estimez pas que c'est un gros bouleversement. On va le voir tout de suite. Aujourd'hui, le premier bloc avec Laurent Perroton. Bonjour Laurent. Bonjour. Avec Christian Ponty, les habitués. Bonjour. Et puis futurs habitués aussi, parce qu'on va le retrouver très régulièrement, Patrice Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Alors, le premier sujet, évidemment, il s'impose, c'est le Lausanne Hockey Club ce matin qui a annoncé 2 décisions. La première décision qui est spectaculaire, c'est le fait que Petr Svoboda n'est plus en gestion de tout ce qui est sportif au niveau du Lausanne Hockey Club. Et puis la deuxième information, c'est que John Foust sera encore à la bande pour les 2 prochains matchs de cette semaine, mais il y aura un nouvel entraîneur, peut-être qui viendra de NHL, c'est ce qui se discute déjà dans les couloirs à partir de lundi matin. Alors messieurs, votre première réaction, Laurent, est-ce que c'est ce qu'il fallait faire du côté de Lausanne ? Il fallait trouver une solution. Après, de faire une conférence de presse ce matin, c'était aussi pour calmer un peu les ardeurs des spectateurs pour le match de ce soir. Parce que ça aurait été quand même intéressant d'avoir toutes les annonces, c'est-à-dire les différents postes et puis l'annonce du nouvel entraîneur. Donc là, c'est ça qui m'a un petit peu dérangé. Après, on peut débattre sur ce qui a été dit, mais pour l'instant, je pense que c'était aussi pour calmer un peu le feu à la maison et puis essayer d'avoir un match un peu plus serein ce soir pour les joueurs. Christian Ponty, ça fait des semaines qu'on demande du changement à Lausanne, au moins on l'a. Ouais, alors reste à voir si c'est vraiment du changement, parce que si on veut changer, il faut changer les gens aussi. Alors typiquement, moi quand j'entends que John Foust est l'homme de la situation, je demande à voir, parce qu'il est aussi responsable de la situation. Maintenant, ils vont changer des choses. Effectivement, Petr Svoboda est plus en place, semble-t-il. Ça aussi, on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire non plus derrière. Donc, changement à voir. Il y aura certainement un nouvel entraîneur. Ça, c'est un changement. Après, faut voir ce qu'ils vont recruter. Et puis, faut trouver la bonne personne. C'est pas simple. Patrice Lefebvre. Oui, je suis d'accord aussi. D'un côté, ils ont fait un changement qui se devait de M. Svoboda, qui soit plus vraiment actif du côté décision hockey. Et puis après, là, de voir vraiment... comme Christian dit, est-ce que les changements ont été faits vraiment à l'interne aussi? Reste à voir ça aussi. Oui, visiblement, alors vous n'avez pas... Il y a la communication aujourd'hui, mais vous n'avez pas l'air 100% convaincu que ce changement fondamental ait vraiment eu lieu. C'est l'impression que vous me laissez. Oui, alors que j'ai eu le sentiment d'avoir un grand soulagement général ce matin à cette table avec de gauche à droite Foust, Wolf et Depreux. Ils avaient l'air vraiment soulagés d'annoncer cette nouvelle structure. Vous avez l'air d'être quand même très circonspect. Déjà, la première chose, où était l'actionnaire majoritaire ? C'est-à-dire que l'actionnaire majoritaire, il doit être là et puis dire je suis d'accord avec cette décision de ne plus avoir Petr Svoboda dans la direction sportive. Il ne veut pas s'exprimer. Il ne veut pas s'exprimer, mais là, quand il y a le feu à la maison, il faut s'exprimer. Puis du coup, nous, on se pose tous la question, est-ce que Petr Svoboda n'est plus dans la direction sportive, mais est-ce qu'il va être encore influent ? Sachant que son meilleur ami, c'est l'actionnaire majoritaire. Quand on regarde l'organigramme, on regarde l'entraînement ce matin, là, à côté de nous. Il y a le frère Karel Svoboda qui est sur la glace. On garde l'assistant Reinhardt. On met directeur sportif John Foust
quand j'ai regardé l'organigramme ce matin, avant de venir à la conférence de presse, il était déjà directeur sportif. Donc, quels sont les changements en fait ? Il va y avoir plus de sérénité. Si Petr Svoboda n'influe plus dans le sportif, ça va très bien aller. Mais connaissant le personnage, je ne pense pas. Ouais. Patrick Depreux a été assez clair dans cette conférence de presse. Il a dit voilà, il y avait des dysfonctionnements au niveau de la gouvernance, il y avait des choses que certaines personnes faisaient et qu'ils ne devaient pas faire, en pensant notamment à Svoboda. On a mis de l'ordre. En gros, c'est ça, c'est remettre de l'ordre dans la maison. Coup de balai, ça veut pas dire forcément virer, mais ça veut dire remettre les gens à leur place. Mais franchement, qu'est-ce qu'il pouvait dire d'autre, franchement ? Je veux dire, ils sont derniers. Il y a peut-être le 4 ou 5e meilleur, plus gros budget de Suisse, et ils sont derniers. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient dire d'autre ? Mais Petr Svoboda, moi je vais le défendre un petit peu, c'est pas lui qui coach. Exact. C'est pas lui qui coach, c'est pas lui qui a décidé de mettre Uglid en tribune à Rapperswil pour mettre Holdener et puis le jeune gros. Je vous embête là, mais qui sait ? Et si c'est Svoboda qui vient dire à Foust, tu mets Uglid dans les tribunes ? Mais peu importe. Faites quoi ? Peu importe. Moi, peu importe. Si t'es coach, tu lui dis non, c'est moi qui décide. Ouais, et puis tu te fais virer ? On arrive à ce qu'on voulait entendre en fait. C'est que depuis le début dans la relation, si vous voulez pas avoir de problème avec Petr Svoboda, faut lui dire oui, tu as raison. Oui, Pet, tu as raison. On doit faire comme tu le dis. On doit travailler comme en NHL. Oui, tu as raison. Et du coup, t'as pas de problème. Mais si tu fais comme ça, c'est pour ça qu'il y a des problèmes sur la glace. C'est pour ça qu'ils sont 14e. Parce qu'il y a eu beaucoup d'ingérence et tout le monde est responsable à ce niveau-là. Donc pour moi, s'il y avait eu vraiment des changements, il fallait changer le tout. Patrice Lefebvre, quand je les entends les deux, là, vous, votre position, elle est où ? Moi, j'ai l'impression que finalement, ce qu'il voulait, c'était le départ et de Svoboda et de Foust tout de suite, et quel que soit leur rôle. À les entendre, c'est pas l'impression que vous avez, Patrice ? Oui et non, mais je comprends. Et quelle est votre opinion là-dessus ? Mais je comprends aussi le fait que John est directeur sportif aussi. Moi, je crois vraiment, puis je suis pas dans l'interne, je crois vraiment que Petr Svoboda avait un empoigne sur les décisions aussi pour qu'il jouait. Alors déjà là, tu commences avec un moins de ton côté si tu es le coach. Mais tu es directeur sportif aussi, alors tu dois prendre des décisions. Et à la fin, les joueurs doivent rendre compte au coach aussi. La disposition des joueurs avec le coach, le rapport qu'ils ont, c'est de là. Tu peux mettre tout à l'extérieur de toi. On parle des décisions avec les présidents, les ci, les ça. Il n'y a pas de problème. À la fin, c'est le coach avec ses joueurs et c'est le rapport qu'il y a entre eux. C'est là. Habituellement, il dit, on ferme la porte du vestiaire. Qu'est-ce qui est dans le vestiaire reste dans le vestiaire et ça devrait partir de là aussi. Je suis le premier à dire que tout succès commence d'en haut. Moi, je pense que c'est une bonne décision si vraiment Svoboda est tassé de prendre des décisions sportives. Ça, pour moi, c'est une grande décision parce que je pense qu'il a fait des... Ouais, on dirait pas le mot, mais c'était pas très, très évident. Mais quand tu es le coach, en plus, tu es directeur sportif et que ton rapport est individuel, il est de 100% avec les joueurs, tu es à côté, tu parles, c'est toi qui... Il faut que tu prennes une décision et il faut que ton rapport soit toujours le même avec les joueurs. Et ça, je pense que ça l'a manqué aussi sur ce côté-là. Alors c'est vrai, je vais vous laisser réagir, Laurent, mais c'est vrai, coach et directeur sportif, mais comme vous l'avez dit, directeur sportif dans l'organigramme dès le début de la saison, et vous l'entendrez tout à l'heure et vous le lirez sans doute dans la journée sur le site planethockey.com, John Foust nous a avoué qu'effectivement, il y avait quand même un petit dysfonctionnement d'organisation entre lui et Svoboda au niveau de la direction sportive. Disons qu'effectivement, Svoboda avait pris des décisions qu'il n'aurait peut-être pas dû prendre, et c'était Svoboda qui avait la décision finale. Il nous l'a dit. Donc voilà, au moins là, il y a quelque chose de plus clair qui s'est. Bien sûr. Et peut-être qu'on pourra juger Foust sur sa vraie valeur. Pourquoi pas ? Exactement. On pourra le juger sur sa vraie valeur. Mais maintenant, moi, je vous pose une question. Dans l'organigramme, s'il est plus dans le sportif, il a quand même toute sa communauté. C'est-à-dire qu'il y a Dominik Hula, qui est entraîneur tchèque, qui entraîne les U17. Il y a Robert Petrovici, qui entraîne les U20. Il y a Karel Svoboda, qui est encore sur la glace avec l'équipe première. Il y a Bobby Dolas, qui est dans l'entourage du club. Et il y a Petr Svoboda, qui est toujours actionnaire minoritaire. Donc, comment voulez-vous prendre des décisions ? Tout le monde, vous savez comment les joueurs aujourd'hui sont comme ça. Si ça va pas pour lui, le joueur, il va aller voir un autre, puis un autre. Ça s'appelle l'infiltration. Et donc là, il y a beaucoup trop d'infiltration. Donc c'est pour ça que ça aurait été bien d'avoir un vrai changement et puis prendre des vraies décisions. Mais ces gens-là, mais ça veut dire, ils ont des contrats. Oui, il y a des contrats. Et puis là, je vous reprends quand même au rebond. Ça veut dire qu'en gros, si je vous suis, vous verrez l'entraîneur.
Vous virez l'entraîneur directeur technique, vous virez celui qui se dit entraîneur technique, mais enfin responsable des opérations, ok. Vous virez quasiment toute la structure des entraîneurs du mouvement junior, enfin voilà. Ça veut dire que Lausanne, du jour au lendemain, se retrouve avec un président qui met, enfin pas un président, un propriétaire, Finger, qui met beaucoup d'argent, et puis toute sa suite derrière qui n'est plus là. C'est pas possible non plus. C'est pas possible, mais moi, ce que vous avez dit, on va pouvoir juger John Faust. Ben, je veux pouvoir juger John Faust avec les pleins pouvoirs. Et lorsque je vois tous ces gens autour de lui, c'est ça qui m'inquiète. Je sais très bien que financièrement, c'est pas possible. Comme les joueurs sous contrat, etc., qui ont des contrats à longue durée, il va falloir faire avec parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui vont vouloir reprendre ces contrats. Donc je suis très, très, très conscient de cela. Simplement, est-ce que John Faust a les pleins pouvoirs ? C'est ça ma question. Mais ces fameux contrats longue durée dont on parle souvent, est-ce que finalement, peut-être qu'on sera content de les avoir à Lausanne, ces contrats longue durée, parce que peut-être qu'avec les changements qui vont être faits, ces contrats longue durée vont donner satisfaction. Mais ça fait beaucoup de peut-être déjà. Donnez-moi des noms. Et puis, quels sont ceux qui aujourd'hui ont des contrats longue durée ne donnent pas satisfaction? Kennins pour commencer. Ah, mais moi je vais vous dire... Joel Genasi qui est en perte de vitesse, il a un contrat jusqu'à 24-25, ok, plus 2 ans dans les bureaux. Ensuite, vous avez Cody Almond. Ensuite, vous avez Daniel Odette. Ces 2 joueurs-là sont en 23-24. Ensuite, vous avez Corey Merton, 23-24, ok. Ensuite, vous avez Ronald Kennins, 25-26. Ensuite, vous avez quand même Salomaki, 23-24. Et puis, vous finissez, je suis gentil, hein, vous finissez avec Ugly qui est surnuméraire, qui est en 26-27. Donc voilà, je vous ai donné autant de joueurs que vous ne garderiez pas au LHC. Et on peut rajouter Baumgartner qui est encore payé en partie par Lausanne qui joue à Berne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas garder ces joueurs-là, je dis que c'est des joueurs qui ne donnent pas satisfaction actuellement. Patrice? Ouais, moi je pense qu'il faut toujours faire attention quand on donne des contrats en longue durée. Et j'ai été étranger en Suisse, j'ai été étranger en Allemagne. Quand un joueur a des contrats de 2-3 ans comme étranger, c'est déjà beaucoup. Vous n'en avez pas eu beaucoup, vous, des contrats longue durée? J'en ai eu, je pense, en Europe, 2. Mais la mode a changé. La mode a changé. T'avais quel âge quand tu as eu ces contrats? Moi, j'avais 30. Je suis arrivé de 32 et puis de 34. Alors, okay. Ouais. Ça ne se fait plus, des contrats longue durée à cet âge-là. Mais la chose, moi, c'est sans prétention aucune de ma part. Il a fallu que je fasse mes preuves quand je suis arrivé. J'ai eu les contrats après avoir fait mes preuves. Ici, maintenant, il y a des joueurs qui viennent, puis on donne 2-3 ans de contrat tout de suite. Puis j'ajouterais que quand tu donnes un contrat à longue durée, moi, par exemple, un Berchi qui retourne au Berskay, ça prend du sens. Mais donner un contrat à longue durée à tout le monde, tu peux pas faire ça. C'est de la folie. Et la preuve, c'est que quand quelque part un gars comme Berchi il l'engage à Fribourg, pourquoi? Parce qu'il est censé reprendre le flambeau de gens comme Sprunger ou des Fribourgeois pur souche. Ça, je le comprends. Comme on dit, les joueurs de concession. Mais t'as pas 6-7 joueurs de concession par équipe. C'est pas possible de faire ça. C'est pas possible. Mais on n'est pas contre, à la base, justement, des contrats longue durée, style Chervet à Berne, Gaëtan Haas. C'est très, très exactement. Noah Rod, mais même Genadzi, à la limite. Mais ceux qui ont ça à Lausanne, ce ne sont pas des franchise players, comme on peut les appeler. Voilà. Je pense que non. Je pense que vous avez dit aussi le nom de Chervet à Berne. Des Chervet, moi j'en prendrais à tous les jours. Hein. C'est un joueur. Et puis il laisse son cœur à tous les matchs sur la patinoire. Exact. Alors, un joueur comme ça vaut la peine de donner un long terme. Bon, messieurs, on va se retrouver donc avec un Lausanne Hockey Club, avec maintenant John Faust comme directeur sportif, uniquement directeur sportif à partir de dimanche soir. C'est-à-dire que John Faust va se retrouver encore avec 2 matchs à coacher. Première question, quel est le coach qu'il faut aujourd'hui au Lausanne Hockey Club pour que l'on puisse enfin respecter le coach, à part Patrice Lefebvre évidemment, ou Laurent Perroton, hein, pourquoi pas. J'ai quand même 2 coachs ici qui pourquoi pas pourraient avoir leur chance à ce niveau-là. Et quel est le genre de coach qu'il faudrait pour pouvoir travailler de concert correctement avec John Faust? Alors juste si je peux commencer, déjà quel est le coach non-entraîneur celui qui n'est pas candidat, on va dire ça comme ça. Non. Alors entraîneur, un petit peu quand même. Non. Au Lausanne Hockey Club? Non, pas heureusement. Ah, non. non, mais peut-être déjà, quel est le coach qu'il ne faut pas? Alors pour moi, quand j'entends NHL, c'est bien joli, mais si tu arrives avec un gars
qui a des idées de NHL et puis qui comprend pas le hockey suisse, les us et coutumes et les codes, et puis que ça prend 3 mois pour qu'ils rentrent dedans, à mon avis, au hasard, non, mais sérieusement, moi je pense que vu la situation du club, il faut quelqu'un qui connaisse le hockey suisse. Et puis qui mettent pas 2 mois ou 3 mois pour s'adapter. Déjà, ça, numéro 1. En tout cas, il faut. Guy Boucher. Non, il faudrait. Selon moi, il faut déjà quelqu'un qui soit empathique et qui redonne confiance aux joueurs. Et puis surtout, avec la qualité de l'effectif, quelqu'un qui arrive à mettre une vraie structure de jeu et qui mette les joueurs dans les meilleurs rôles et surtout qui fasse progresser les joueurs. Comme peut faire Tourmainen à Bienne, par exemple. Clair. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas 50 candidats. Hein. Après, si on va déjà rechercher un coach en NHL, il n'y en a pas 50 qui restent ce type de profil pour venir dans le hockey suisse et être efficace rapidement. Donc ça, je pense déjà, c'est un casse-tête. Hein. Et je pense que les erreurs de casting, il y en a eu quelques-unes. C'est pas le moment d'en refaire une. Je ne vais pas mettre de la pression. Juste pour rappel, il y a quand même encore Peltonen et McTavish qui sont en procès avec le club. Donc ça fait beaucoup d'argent tout cela. Donc il faut vraiment pas se tromper là. Des entraîneurs de NHL qui connaissent le hockey suisse. Je vous ai parlé de Guy Boucher. Il y a, le nom m'échappe maintenant, Claude Julien qui est venu en stage à Ambry il n'y a pas très longtemps. Ralph Kruger. Mais Ralph Kruger, on ne sait pas s'il navigue encore dans le foot ou dans le hockey, mais enfin toujours est-il qu'il était également coach de la Ligue nationale. Eux, ils ont un passé NHL et ils connaissent le hockey suisse. Est-ce que vous pensez que ce seraient 3 candidats potentiels à Lausanne ? Bon, déjà, c'est 3 candidats qui coûtent très cher, premièrement. Visiblement, c'est pas un problème à Lausanne. Ouais, mais bon, quand tu as déjà justement 2 entraîneurs que tu dois encore payer, ça peut commencer à peser dans la balance, je pense. Parce qu'un Guy Boucher, il va coûter cher. Enfin, tous les candidats cités, c'est tous des gens qui coûtent très cher. Et la même chose, on fait quoi ? Un contrat d'1 année jusqu'à la fin de la saison, 2 ans, 3 ans, si tu veux bosser sur la longueur. Ouais. Ce genre de coach, ils veulent un coaching staff. Ils veulent aussi des... Oui, ils ont précisé que le coach... Foust a précisé tout à l'heure que si le coach voulait venir avec son staff, on pouvait en discuter. Ce qui est déjà une bonne chose. C'est une bonne chose, mais c'est très important. On en a souvent parlé ici. Et que John, le problème qu'avait John aussi, c'est qu'il n'avait pas choisi son staff, à pas un. Et puis Christo qui était là pour les gardiens. Donc ça coûte de l'argent. Et puis après, quand tu prends un entraîneur de renom, il veut quand même un contrat à moyen terme, pas un contrat de 6 mois. Donc voilà, il ne faut pas se tromper. Il ne faut vraiment pas se tromper. Là, John Foust va être jugé là-dessus. Il faut aussi savoir que les 3 noms que vous avez mentionnés, c'est des coachs quand même de renom. Et puis, ces coachs-là, habituellement, ils vont où sont les bonnes équipes aussi. Alors, oui, mais attendez. Aujourd'hui, je suis un petit peu le contradicteur. Mais Lausanne, certes, 14e, mais Lausanne vaut mieux que cette 14e place. Lausanne est une bonne équipe, non ? Mais bien sûr qu'elle vaut mieux. Mais après, quel est l'entraîneur qui est capable de prendre le risque de se dire « je suis dernier et je vais les faire remonter » Parce que si tu es vraiment un entraîneur de renom, tu as beaucoup à perdre. Une bonne équipe, c'est quoi une bonne équipe ? Pour moi, c'est celle qui fait des résultats. Elle est très très mal construite. Elle est très très mal construite, donc il va falloir essayer de faire jouer tous les joueurs dans un rôle, faire changer peut-être certains critères chez certains joueurs, parce qu'elle est très très mal construite. Et aujourd'hui, c'est un assemblage de bons joueurs, mais est-ce que tu as tous les éléments pour aller chercher des playoffs et performer dans le top 4 ? Non, je crois pas. Je crois pas, et c'est là-dessus où on demande beaucoup trop en fait. Il y a les gens, ils sont très très critiques envers Lausanne, ils méritent pas d'être 14e, intrinsèquement, mais par contre, pour moi, ils sont pas dans le top 6. Bon, je pense que le but aujourd'hui, logique pour Lausanne, c'est déjà d'essayer d'atteindre les pré-playoffs. Et puis après, on sait que tout peut arriver parce que les pré-playoffs, finalement, c'est déjà le début des séries. Et puis là, on sait que c'est un nouveau championnat qui commence. Donc, ça laisse quand même un petit peu de temps, 3 mois, on va dire, au nouvel entraîneur pour essayer de faire quelque chose avec ce qu'il a sous la main. Il y a encore la possibilité à Lausanne d'obtenir 2 étrangers. On espère que Raffel va bientôt revenir au jeu. Donc, il y a quand même encore quelques petites possibilités côté lausannois pour redresser un peu la barre. Ouais, il faut vraiment quelqu'un qui va arriver et puis qui va être capable de jouer avec le mental des joueurs aussi. Je pense que mentalement, on parle à côté physique, mentalement, depuis le début, je pense que c'était difficile. Il faut quelqu'un qui vienne et qui est capable de flatter dans le bon poil, du côté du sens du poil, comme on dit au Québec, et puis de redonner confiance à ses joueurs. Et puis, comme Laurent, je pense pas que c'était une équipe de top 4, là, de 6, mais qui sont capables d'arriver à pré-playoff, absolument.
Mais il faut quelqu'un qui soit capable de redresser la barre avec côté, surtout mentalement. Il faut réagir vite. Hein. Et là, si on fait les calculs, quand on regarde la barre l'année dernière, pour le top 8, il faut pratiquement faire plus de 2 points de moyenne par match. Donc, il faut commencer à gagner. Et les 2 matchs de ce week-end sont déjà très, très importants. Alors justement, oui, pardon. Du coup, parce que tu as dit, il y a 3 mois devant nous, il y a du temps. Il n'y en a pas, en fait. Enfin, 3 mois, c'est rien. Non, et puis surtout, les résultats, ça doit être maintenant, vu le classement. Et puis ça, le problème aussi, comme disait Patrice, la confiance des gars, ça se reconstruit, ça met du temps justement, donc il ne faut pas se tromper de personne, parce que si tu te prends de nouveau un entraîneur qui fonctionne seulement, enfin all style, et puis qui fonctionne avec le mode genre punition machin, t'es mort. Ils sont déjà au fond du bac, les gars. Ouais. Et là, John Fuss va être jugé. Hein. Alors justement, mais ça va être intéressant parce que maintenant, en tant que directeur sportif, il va vraiment être jugé sur les recrues les pièces qu'il va ramener, puis l'entraîneur. Donc là, on pourra pas dire c'est Petr Svoboda. On a senti un certain soulagement à l'annonce de ces changements ce matin à la conférence de presse. Il reste encore 2 matchs avec John Fuss à la bande. Imaginez qu'il fasse 6 points, tant mieux pour Lausanne. Tant mieux. ça serait bien pour Lausanne, mais comment maintenant Fuss va aborder ces 2 matchs en sachant que ça sera plus lui qui décidera finalement de l'équipe à partir de lundi. Mais justement, là, c'est les joueurs. Là, les joueurs, maintenant, ils doivent prendre leurs responsabilités. Justement, s'il y a 2 victoires, on pourra dire que les joueurs, là, se sont un petit peu foutus de ça. Moi, je pense que les joueurs... Non, justement, je pense que les joueurs ont réagi par rapport au changement au niveau de la direction. Et ils ont voulu montrer aussi que c'était une équipe et qu'on peut compter sur eux. Donc, vis-à-vis des fans, ce soir, les joueurs, ce soir et demain à Genève, ils doivent faire 2 gros matchs, puis prendre des points pour montrer que c'est une bonne équipe de hockey, qu'il y a un coaching staff qui va arriver, puis qu'on va pouvoir travailler sereinement et puis progresser dans le classement. Et surtout que là, je pense que les gars, ils vont être très motivés parce qu'il y a les cartes qui vont être distribuées. Donc, moi, je ne serais pas étonné que Lausanne fasse 2 excellents matchs. Il y a un nouveau coach qui arrive. Ils vont tous être au taquet, ils vont tous montrer ce qu'ils savent faire. Ils ont tous intérêt parce que le coach en question, je ne serais pas étonné qu'il voie les matchs. Alors je pense qu'en termes de motivation, les gars, ils vont te motiver. Ça, j'ai pas peur pour ça. Oui, on n'a pas peur pour ça. Hein. Non, mais surtout aussi les joueurs sont pas fous dans le sens que ils savaient qu'il y avait un problème aussi avec Svoboda. Et puis maintenant, comme Laurent dit, c'est les 2 matchs ici là, avant la pause, ça tombe dans les mains des joueurs et là, il n'y a pas d'excuse pour eux, je pense. Bon, on verra quelle sera aussi la réaction du public ce soir. Hein. Est-ce qu'il y aura encore des banderoles pour souhaiter la bienvenue au nouvel entraîneur? Peut-être des banderoles positives, pourquoi pas. En tout cas, on sait que les supporters ont sans doute aussi joué un petit rôle quand même dans cette décision prise finalement rapidement depuis quelques jours, on va dire. Il y a eu une prise de conscience qui a été faite depuis que Lausanne est retombée tout en bas du classement. Avant, la prise de conscience, elle n'était peut-être pas encore là et ça fait, dans le cas du premier bloc, ça fait déjà longtemps qu'on réclamait cette prise de conscience, mais au moins cette fois-ci elle est arrivée tardivement. Mais alors quand ils ont décidé quelque chose, ça commence avec Bobby Dallas et en 3 jours, il y a quand même beaucoup de choses qui sont arrivées. Il faut quand même l'admettre, messieurs. Non, mais il faut l'admettre. Ils ont pris les décisions. Ça limite le Lausanne Hockey Club nous remercie. Non mais à la limite. Non mais il fallait faire quelque chose. Hein. Là, attention. Et si tu continues comme ça, tu vas où là? Il faut pas jouer la promotion-relégation. Hein, attention. Donc, du coup, et puis en termes de finances, parce que les résultats impactent sur le nombre de spectateurs et on sait qu'aujourd'hui avec la masse salariale, il faut quand même qu'il y ait des rentrées d'argent. Je vous rappelle que vous êtes sur Planète Hockey, la radio, vous écoutez le premier bloc Before, c'est votre rendez-vous désormais du vendredi à 18h, avec sans doute d'autres diffusions à 20h et peut-être même durant la nuit, quoique après nos propos qui ne tiennent pas forcément l'espace d'une nuit parce qu'il y aura eu des résultats entre-temps. On va encore en discuter, mais enfin toujours est-il que c'est un rendez-vous qu'on vous invite à suivre évidemment chaque semaine, tous les vendredis. Nous sommes aujourd'hui avec Laurent Perroton, avec Christian Ponty, avec Patrice Lefebvre. On va quand même aborder un deuxième sujet, puisque ça fait maintenant 23 minutes que l'on parle du Lausanne Hockey Club. Il y a d'autres choses qui vous ont frappé, Laurent, ces derniers jours. Il y a 2 ou 3 petites choses là que vous avez. Bon, votre liste elle est longue comme un jour sans pain. Alors allons-y. Prenons les choses dans l'ordre. On va aller avec l'arbitrage. Alors l'arbitrage. Non mais là il faut faire quelque chose là. Même la vidéo ne suffit plus maintenant à leur prouver qu'ils ont tort. Il faut trouver des lunettes là. Je sais pas, mais quand le gars il fait une déviation de Cloton et qu'il accorde le goal contre Fribourg, franchement, il a touché le toit de la patinoire.
Donc il faut quand même pas. Et lui, il mesure 98 cm, donc c'est vrai que la canne elle était quand même très haute. Non, mais il faut pas. À un moment donné, il faut pas exagérer. Et je reviens là-dessus. Moi, j'aimerais qu'après les matchs, lorsqu'il y a des décisions comme ça où tout le monde conteste, qu'on vienne et qu'on explique. On explique, comme pendant les matchs de rugby, hein, c'est en live, mais là qu'on explique, voilà, pourquoi j'ai pris cette décision. Peut-être que ça va nous ouvrir les yeux, mais là, moi, je ne comprends pas le niveau de l'arbitrage par rapport au niveau du championnat. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ouais. Alors, cause à effet, moi, je pense qu'il y a un truc aussi indirect qui a un lien, c'est que le niveau de jeu a augmenté, ça va hyper vite. Mais ça va super vite. Alors après, ça ne veut pas dire que les décisions, ils n'ont pas les moyens de les compenser. Ils ont pris leur temps pour décider que le but était valable. Je suis d'accord, mais franchement, je crois qu'à chaque émission, on parle d'arbitrage. Il n'y a jamais eu un début de championnat où il y a autant de litiges sur les décisions. Et il n'y a pas une ligne claire, je trouve. Et ça, honnêtement, la Ligue doit prendre ça, le taureau par les cornes. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui ne joue pas, quoi. C'est pas possible qu'à chaque fois, on en parle à ce point-là. Et pour rajouter un petit peu la commission, on va appeler ça la commission de discipline, il y a un match entre Bienne et Ambry. Donc, c'était 2 joueurs qui sont battus. Donc, le capitaine Grassi avec une flèche. Enfin, battu. C'était un chat qui jouait avec sa pelote de laine. Donc, c'était vraiment très tranquille. Match de suspension. Ouais. Flo Doué, que j'apprécie beaucoup, il démonte Sataric. Sataric, ouais, exact. Il le démonte, pas 2 minutes. Il est pris en sandwich avec Eschliman. Pas de pénalité de match, pas de décision. Il y a une incohérence. Il y a une incohérence complète. Et imaginez, quand vous êtes joueur, quand vous allez sur la glace, qu'est-ce qui se passe ? Comment je joue ce soir ? Mais c'est important d'avoir une ligne directrice et puis d'avoir des gens. On a beaucoup parlé, louer la qualité du championnat, mais il faut que la qualité de l'arbitrage augmente. Messieurs, vous me direz, Patrice Lefebvre, comment ça se passe exactement outre-Atlantique. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs organes qui prennent des décisions. Pendant le match, il y a l'arbitre. Ensuite, vous avez le safety player. Vous pouvez avoir le juge unique qui peut intervenir. Et puis, il y a encore les commissions de recours. Le tribunal arbitral, ça fait quand même beaucoup de possibilités pour confirmer ou infirmer une décision. Comment ça se passe au niveau de la Ligue nationale? Il y a aussi, nous aussi, on a les vidéos, les arbitres qui appellent une pénalité. Après ça, ils vont voir si c'est 5 minutes ou pas. Il y a la reprise vidéo. Mais comme la décision, elle appartient à l'arbitre ou elle appartient à la, comment on va l'appeler, la room? Oui, la player safety. Voilà, c'est ça. Habituellement, c'est l'arbitre qui a la première décision. Mais en NHL, c'est un hub qui est à Toronto et qui juge tous les matchs. Et donc, ils ont un staff. Exact. De gens qui l'arbitre, vraiment, lui appelle la première il répète la décision. Exact. C'est ce qui se passe dans le football suisse, en fait. Voilà, exact. Mais ce qui est très intéressant, puis on l'a dit l'autre jour par rapport aussi au match de Genève, le fameux hors-jeu et tout, c'est que l'arbitre, il commente la décision et il l'explique. Donc déjà... Il nous éduque. Exact. Oui, indirectement. Et en fait, ce que je trouve aussi bien, parce que finalement, ça éviterait aussi souvent le sentiment de frustration des joueurs, des spectateurs, de tout le monde. Et là, le gars, il se poste au milieu de la patinoire, il allume son micro et il commente la décision. Alors, succinct, mais il l'explique, que ce soit clair et net. Alors, est-ce qu'on doit s'inspirer de la NHL ? Je pense que ça coûte de l'argent, évidemment. Mais en même temps, c'est quand même assez clair. Oui, c'est clair. Et puis ici, on dirait qu'il y a une chose de responsabilité qui n'est pas prise exactement tout de suite. Alors, quand on a comme peur, on se passe un peu la balle, mais si la reprise vidéo est faite et la décision est prête déjà, comme Laurent a dit tantôt sur le match avec à Langnau, c'était plus qu'évident. Là. Puis ici, c'est l'arbitre qui prend la décision. Exact. Ça veut dire que lui, il a la pression d'arbitrer le match, de trouver la décision. C'est court. Ouais. Quand il y a quelqu'un qui la prend pour toi, c'est comme il est plus serein, il n'a pas la pression. Donc peut-être que ça éviterait aussi... C'est plus facile à expliquer. Exactement. Mais bon, tout ça, c'est du règlement. Moi, je me rends compte de ça. Je vais rester très terre à terre ou glace à glace, si vous préférez. Moi, quand je vois une image qui est évidente et qu'on ne parvient pas à prendre une décision évidente sur une faute ou sur une erreur arbitrale évidente, je me dis, les règlements, on peut faire ce qu'on veut avec. Ils ont besoin d'un oculiste, c'est tout. C'est ce que je disais. Voilà. Donc, examen de la vue pour tous les arbitres. On va commencer par ça. Et puis, si ça continue, alors on se dit, là, il y a peut-être un problème d'honnêteté. Non, mais je vais être franchement, c'est malheureux à dire parce que je suis le premier à défendre les arbitres. Mais quand on voit quelque chose qui est incontestable, comment est-ce qu'on peut prendre une décision ? C'est ce que je vous disais. Donc, c'est un problème de vue. Voilà. Alors, surtout incontestable et souvent inexplicable. Ouais, y a pas de c'est pour ça que, moi, déjà, au moins que, alors, ce genre de décision, qu'après les matchs, il y ait un communiqué qui explique pourquoi ils ont pris telle ou telle décision. Parce qu'en plus,
ça reste lettre morte. Et du coup, la frustration reste et c'est encore plus... Bon, on va pouvoir ouvrir les micros. Maintenant, j'ai vu passer une information, je ne l'ai pas développée encore, mais les arbitres, on pourra entendre leurs discussions en cas d'examen vidéo sur... Très bien. Enfin, voilà, on va ouvrir un petit peu plus les micros des arbitres apparemment assez rapidement. Donc, c'est peut-être un premier pas, mais c'est vrai que finalement, informer toute la patinoire avec un micro, comme ça se fait en Ligue nationale, ce serait une bonne chose. Voilà. Encore quelque chose à rajouter sur l'arbitrage ? Non, c'est bien vrai. Bon, on fait un peu de before ou bien... Bah, on peut parler un petit peu des romans, et puis surtout de l'équipe suisse qui va attaquer l'Euro Ice Hockey. Alors allons-y. On commence avec les romans. On commence avec les romans. Bah alors les romans, on va partir avec honneur à Genève. Hein. On rajoute un petit peu des choses, mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux sur les situations spéciales. Deuxième en powerplay, donc ça va un peu mieux. Par contre, je reviens sur la blessure de Desclous. Et là, j'ai beaucoup aimé Robert Mayer en ce début de saison, un petit peu moins lorsque Desclous a moins performé, qu'il est passé un petit peu le numéro 1. Et lorsqu'il a un peu plus de responsabilité, j'ai l'impression qu'il a un peu plus de pression. J'ai écouté Beaulieu qui expliquait un petit peu comment ils avaient travaillé durant l'été. Et je le trouve très très bon lorsqu'il est numéro 1 bis. Et là, comme Desclous est blessé pour ce week-end, j'ai un petit peu d'inquiétude sur ses performances. J'espère qu'il va me faire mentir. Après, on avait parlé de ça, les blessés. Vatanen, Bertagia, Pouliot, Desclous. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc attention au niveau du contingent en qualité. Et puis après, toujours dans la gestion. Et puis ils arrivent à revenir dans les matchs, notamment à Langnau, ils jouent vraiment pas bien. Ils arrivent à aller chercher quand même un point. Donc force de caractère à Genève, vraiment un bon début de saison. Oui, on va rappeler donc que Genève joue à Fribourg ce soir. On n'a pas précisé l'affiche. Ce soir et demain, ils reçoivent Lausanne. Donc back-to-back avec deux gros derbys. Ouais, déjà premièrement, la pause de l'équipe nationale va faire du bien parce que les petits bobos, ça va aider tout le monde. Ensuite, comme disait Laurent à propos des gardiens, moi j'ai écouté Sébastien Beaulieu l'autre jour et j'ai trouvé hyper intéressant. On parle tout le temps des gardiens cette année parce qu'effectivement on les voit monter et puis il faut tout le temps, tous les soirs, un gardien au top. Et là, je voyais que par exemple, il parlait de les longs déplacements, quand il y a un match le lendemain, de ne pas prendre le backup, d'envoyer le junior pour que le gardien remplaçant qui joue le lendemain ait passé 4 ou 8 heures de quart. Et je trouve ça quand même vachement intéressant. Puis ça dénote aussi un sacré professionnalisme, quoi. Ça n'a pas toujours été le cas comme ça. Et une fois de plus... Oui, mais si vous envoyez le gardien numéro 3 parce que tout à coup... c'est un pari, il faut pas, bien sûr. Mais regardez en attendant, ce qui s'est passé avec Faton. Mais bien sûr, absolument. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si Robert Mayer est chez lui à la maison, qui à 10-11 heures, il est au pieu, et puis que le lendemain, il est frais, c'est un pari gagnant. Bien sûr. Mais c'est quand même une manière différente de gérer les gardiens, et je trouve ça intéressant, quoi, sur les très longs trajets. Moi, ce qui me fait rire, c'est entendre les très longs trajets ici. Non, c'est relatif. Mais c'est très relatif. Ouais. Alors, c'est intéressant. C'est un point intéressant qu'a apporté. Mais je veux dire, c'est pas des trajets de 25 heures de boss de Dakar qu'on fait ici. Vous n'êtes pas bien habitué là-bas. Non. Alors, pour moi, c'est oui, je comprends un peu d'un côté psychologique et tout, de préparation, mais que tu joues à l'extérieur ou pas, tu as besoin de tes points et puis il faut que tu joues avec tes meilleurs joueurs. Bon, pour Genève, Fribourg et Lausanne, c'est vrai que les déplacements sont pas exagérés, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour revenir encore une dernière fois sur cette affiche de ce soir, entre Fribourg et Genève, ça fait 5 matchs consécutivement maintenant que c'est toujours l'équipe à domicile qui l'a remporté. Ça veut dire que l'avantage à domicile, ça joue encore un petit peu en hockey sur glace. Ouais, puis Fribourg, je pense qu'ils ont quand même envie de se refaire, parce qu'avec ce qui s'est passé au match aller, où ils se sont sentis un peu volés à un moment donné, enfin ça va être un beau match en tout cas. Puis avec la défaite à Cloton, et ils ont envie de revenir un petit peu, Dubé va pas laisser passer cette vilaine défaite à Cloton, donc ils vont venir revanchir ce soir. Et retour de Sorensen, il a déjà joué le dernier match, je crois qu'il sera présent. Il n'était pas très présent. Non, et d'après les discussions, ce serait Kokkanen qui serait surnuméraire ce soir. Ok. Ce qui n'est pas une grande surprise. Non, mais par rapport au line-up, par rapport à l'avantage de la glace dans ce qu'il veut matcher, peut-être qu'il a réfléchi à peut-être contrer un petit peu Genève, et c'est surtout dans le profilage des joueurs qu'il prend cette décision pour pouvoir l'emporter contre Genève. Bien Rapperswil, quasi match au sommet.
Un match de haut de classement, on va dire. Ouais, un match au classement. Rapperswil s'est bien repris. Bienne, ça améliore les situations spéciales. 6e en powerplay, 3e en boxplay. Et puis, évidemment, les deux premiers trios qui marchent très, très bien, un 4e et un 3e bloc qui marchent bien, sachant un début de saison difficile pour Brunner. Mais Kunti n'est pas là. Un seul but pour Brunner. Il pourrait revenir, Kunti, ce soir. Donc, du coup, là, tu as 4 blocs qui marchent bien. Donc, voilà. Et puis après, un Sateri avec 92,2% d'arrêt, qui est vraiment très très solide dans les buts. Donc vraiment très 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 bon. Et je voudrais souligner, on a parlé beaucoup de coaching, mais j'ai un exemple très très concret qui m'a énormément marqué. Il y a 4-2 pour Bienne, le match, ils viennent de marquer 2 goals en powerplay, 5 contre 5, une erreur défensive d'inattention de Maillard. Il prend pas son joueur Gehring au marquage. Gehring marque. 2 minutes après, qui est sur la glace? Maillard, et il marque le 5-3 avec Ischier et le jeune Tanner. Donc ça veut dire que aussi aujourd'hui, dans la nouvelle méthodologie, dans le coaching, il faut aussi donner de la confiance aux gens, et c'est ce que va devoir apporter le nouveau coach. Et on laisse le droit aux erreurs, c'est des jeunes joueurs. C'est ce que va devoir apporter le nouveau coach à Lausanne. Ouais. Patrice, Bienne reste sur 9 victoires consécutives. Comment on va faire pour en acquérir une 10e? Ça se fait sur la confiance. Quel est le discours qu'on tient dans un vestiaire avant le match là? Parce qu'à un moment donné, ça devient presque trop facile. Trop facile, non, mais je pense qu'ils sont sur une bonne aire d'aller présentement. Je pense vraiment que Bienne, c'est l'équipe de l'heure pour l'instant. Ils ont une belle équipe. Ils ont une belle équipe. L'exemple que vient de donner Laurent, le hockey d'aujourd'hui, c'est les coachs maintenant, ils vivent plus avec les revirements de situation et tout, parce que le hockey est différent aujourd'hui. C'est juste sur la rapidité et la possession de rondelles, et c'est sûr qu'il va y avoir des revirements. Et jouer avec la confiance, c'est pas parce qu'un joueur fait une erreur que tu l'assois sur le banc pour le reste du match. Et quand tu as une équipe comme ça qui gagne beaucoup de matchs, qui joue en équipe, que ça roule, mais il ne faut pas perdre ça non plus. Alors, je pense que c'était une bonne décision. Le 30 septembre, Rapperswil a battu Bienne 6-5. On se souvient que Bienne a quasiment perdu toute chance de l'emporter en prenant 4 buts dans la deuxième période. Par contre, réaction en fin de match grâce à Salinen qui avait été très présent. Il faut s'attendre à quel scénario aujourd'hui ? Je pense que Bienne est vraiment favori parce que ils sont vraiment. C'était une période où ils étaient en panne de confiance, un début de saison difficile. Après, d'ailleurs, là, c'était une petite période. Ils ont eu 3 défaites consécutives. Exactement. Et ensuite, il y a eu les 9 victoires. Ensuite, les 9 victoires. Après, moi, là où je suis un petit peu impressionné, c'est quand j'entends la présidente dire que quand Van Pottelberg va revenir, ils vont encore aller chercher un étranger, soit en défense, soit en attaque. C'est vraiment très, très complet. Les 2 défenseurs derrière étrangers sont extrêmement solides. Tu rajoutes Radgeb, Schneeberger et puis Forster qui font du bon job, le petit Delémont. Devant les 4 lignes, ça peut marquer. Alors, attendons les blessés plutôt avant d'envisager. Attendons les blessés, mais si eux... On a dit, Fribourg et Bienne, c'était peut-être en qualité et en quantité. S'il y a quelques blessés, ils peuvent souffrir parce qu'ils ont peut-être moins de qualité que les gros cadres du championnat. Par contre, quand ils sont tous là, c'est vraiment très 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 bon. Ouais, alors moi, juste par rapport à Bienne, peut-être juste préciser un truc, c'était leur 9e victoire, mais contre Zurich, qui revient au taquet. Le 3e tiers, ils ont souffert, ils ont fait le dos rond. Et puis, voilà, on parle des 2 premiers blocs, mais ils gagnent grâce à leur 4e bloc, qui est exceptionnel. Donc, pour moi, le risque de Bienne, c'est pas la confiance, c'est plutôt l'excès de confiance. Parce que, justement, on en parlait avec Stéphanie l'autre jour, elle disait, nous, on a un contentieux avec Zurich parce qu'ils nous ont sorti, machin. Mais Zurich revient très fort avec leur patinoire. C'était un gros match. Et en fait, ça n'a pas été le rouleau compresseur Bienne. Ils ont fait 2 gros tiers, le 3e tiers, et ils ont été dominés à mort au niveau des shots aussi, pareil. Donc ça veut dire aussi que cette équipe, elle est capable de gérer des moments plus durs, de gérer son avantage, et surtout, il y a toujours un lapin qui sort du chapeau. Je veux dire, le 4e bloc qui met 2 goals, qui sait qu'aurait dit ça avant le match? Après, Rayala qui est stratosphérique avec ses shoots incroyables. Mais ils sont tous, à un moment donné, ils sortent au bon moment. Par contre, effectivement, quand on arrive à 9, voire 10 victoires, c'est plus la confiance, le risque, c'est l'excès de confiance. Parce qu'effectivement, il y a tellement de choses qui s'alignent et qui marchent au bon moment que tu n'es pas à l'abri d'un moment où tu te prennes le pied dans le tapis. Le moment, ça va être de voir quand il va y avoir un creux. Vraiment comment ils vont réagir. Parce que c'est normal dans une saison qu'il y a des hauts et des bas. Ils n'ont pas vraiment eu de bas encore. Alors, ça va sûrement arriver. Je ne le souhaite pas. Mais dans la loi du sport, habituellement, ça arrive. Alors, c'est de là de voir comment ça va être pris en possession.
Le dernier club roman qui joue ce soir, on en a déjà beaucoup parlé de ce club, c'est le Lausanne Hockey Club, mais on va quand même parler du match contre Berne. Berne qui, cette fois-ci, semble être ressorti gentiment de sa crise qu'il traîne depuis, pas seulement depuis cette saison, mais depuis bien plus longtemps. On a mis un petit peu de temps aussi à Berne pour redresser la barre, mais visiblement maintenant les effets sont en train de se faire sentir. C'est ce qu'on souhaite également du côté du Lausanne Hockey Club. Lausanne-Berne. Lausanne joue en vert, donc la couleur de l'espoir, mais Ouais. il va falloir payer le prix. Contre Berne, tu dois payer le prix. Donc ce soir, là, il n'y a plus de flamants roses qui enlèvent les pieds quand il y a des shoots. Il y a plus de turnover. Il faut sortir du Domenico du match. Et puis surtout, jouer 60 minutes avec beaucoup de constance. Ce qui s'est passé à Zurich et ce qui s'est passé à Rapperswil, quand tu mènes au score, tu dois gagner ce soir. Donc c'est 60 minutes pleines, des changements rapides et des joueurs qui jouent pour l'équipe. Et je pense qu'ils peuvent faire un résultat avec le public à domicile. Le match où tout est possible, si je regarde les bookmakers, c'est quasiment égalité parfaite. Non, moi, je pense que oui. Je pense que la parole que Laurent vient de dire, jouer pour l'équipe. Maintenant, il n'y a pas de contre qui ou pas. Il faut, ce soir, une réaction d'équipe et une réaction des joueurs, absolument. Alors, c'est dans leurs mains ce soir. Pour toutes les raisons qu'on sait, le nouveau coach, Svoboda est parti et tout. Alors, il n'y a plus d'excuses. Exactement. Ouais, c'est un peu opération rachat, quoi. Puis je pense que honnêtement, il n'y aura pas besoin de motiver les joueurs ce soir. Effectivement, quelque part, peut-être le fait que Svoboda soit plus présent, ça va leur enlever un poids sur les épaules. Ça va amener du monde à la patinoire. Exact. Et puis je pense qu'ils savent, tous les joueurs savent qu'ils valent tous mieux que ce classement, ils le savent tous. Donc, clairement. Si ce soir, ils n'ont pas envie de le prouver, alors je ne comprends plus rien. Oui. Et au niveau de l'énergie, en tout cas. Ça... Et Berne, c'est sûr qu'ils ne sont pas contents de venir ce soir, c'est quand il y a des changements. C'est un gardon poisonné. C'est jamais exactement. C'est jamais bon quand tu sais que l'autre équipe a fait des changements et tout, que tu sais que les joueurs ils vont sortir en Lyon. Je termine sur une note positive. Si je prends les 5 derniers matchs entre les deux formations, la dernière rencontre, c'était le 30 septembre dernier. Berne s'était imposé 3-0, mais les quatre rencontres précédentes ont toutes été remportées par le Lausanne Hockey Club, que ce soit dans le terrain réglementaire, en prolongation ou au tir au but. Bon, voilà. C'était pas le même Berne non plus. Non, c'était pas d'accord, mais enfin, je vous l'ai dit, je veux terminer sur une note positive concernant le Lausanne Hockey Club. Puisqu'on a parlé de tous les romans, un petit mot quand même sur Ajoie qui a perdu hier. C'est logique, voilà. Oui, Zurich était bien meilleur, quoi. Oui, non, mais bien sûr, mais on utilise beaucoup les mêmes joueurs, on l'a déjà dit là, mais le powerplay, c'est quand même 11e, c'est pas avec 5 étrangers. Non, mais ils ont mis 2 buts en powerplay. Ouais, mais c'est quand même 11e, donc c'est insuffisant. Boxplay 12e, deuxième équipe la plus pénalisée. Après, le coach commence un peu à être dans la panique pour moi au niveau de la gestion des gardiens, en surutilisant un peu plus Wolf. Et puis du coup on sort un peu de Chacho. Hier, on le sort au bout de 30 minutes, mais il n'a pas joué les derniers matchs. Donc ça, c'est un peu... On sent qu'il y a beaucoup de pression par rapport au résultat. Et puis après, la grosse satisfaction, c'est Hazen. C'est 1,27 points par match par rapport à... Tout le monde parle de De Vos qui a 1,10 points par match, mais Hazen, pas joué pendant une année, revenir en National League, le niveau du championnat est 1,27. Et en plus, dans l'attitude, je le regarde, son langage du corps et tout, c'est vraiment un leader d'équipe. Et ça, c'est un joueur, si j'étais directeur sportif, que j'irais chercher. Bon, allez, on voit Patrick Lefebvre qui jubile, puisque c'est lui qui a amené Hazen en Suisse. Alors, c'est lui qui l'a scouté. Exactement. C'est le meilleur Hazen que l'on puisse avoir après sa blessure? Alors, le meilleur Hazen, c'est pas le meilleur Hazen, mais après un an d'inactivité dans le championnat de la Ligue A, je pense que ça démontre toutes les qualités, à part du joueur. Une bonne personne, un joueur d'équipe qui est là, il se présente, il joue piqué, il bloque des shots, il joue pour l'équipe. Moi, c'est sûr que j'ai un peu parti pris, mais à part ça, quand un joueur, il manque un an d'activité dans un championnat c'est immense ce qu'il fait. C'est immense et c'est incroyable. Et la dernière chose à rajouter, c'est la qualité des joueurs suisses. On sait qu'on a fait des paris, mais Schmutz qui a 6 points, mais qui joue sur le premier bloc, mais les autres, c'est insuffisant. Tu peux pas gagner les matchs avec un seul bloc et un powerplay qui est un petit peu en panne quand même, parce que c'est insuffisant par rapport aux autres équipes. Donc là, il va falloir vraiment que tout le monde se réveille un peu plus et que les 2, 3e et 4e blocs fassent un peu plus de points. Encore une fois, justement, la pause de l'équipe nationale va faire du bien, parce que c'est quand même une équipe qui dépense beaucoup d'énergie, et typiquement, ils sont en train d'essayer de lancer De Jong. Et lui aussi, c'est comme une espèce de préparation d'avant-saison qu'il n'a pas pu faire puisqu'il était blessé. Alors typique, ça, c'est un espoir de joueur suisse qui pourrait amener quelque chose, et je pense qu'ils en ont vraiment bien besoin. Et tu reçois Davos qui a besoin de points, donc pour terminer, c'est vraiment pas simple.
Messieurs, est-ce qu'on a encore quelque chose à rajouter avant cette soirée de championnat? Donc ce soir, et puis donc encore pour la plupart des équipes, deux matchs à disputer avant la pause équipe nationale. Justement, équipe nationale, on va en parler, on en parlera aussi pas mal lundi prochain, puisque nous serons alors à ce moment-là vraiment à la veille de la Cariala Cup, l'équipe de Suisse qui a la possibilité d'affronter les meilleures équipes européennes en entre guillemets préparation, ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'à présent. Là, on va remercier la Russie, remercier la Russie de devoir laisser sa place pour des raisons politiques que l'on sait. Mais on va quand même parler un tout petit peu de cette équipe de Suisse maintenant, peut-être en commentant un peu la sélection de Patrick Fischer, parce que alors là aussi, il y a les grands discours, équipe de Suisse en plein développement, mise sur la jeunesse, mais il y a plus le camp de prospect. Et puis on prend des anciens. Moi, je pense à Gehring. C'est le premier nom qui me vient à l'esprit. Alors, on peut faire commentons cette équipe de Suisse. Les perdants et puis les gagnants. On va partir comme ça. Pour moi, les gagnants dans cette équipe de Suisse, et c'est mérité, c'est Moy qui revient. Haas, Eggenberger, Jaeger, malgré un début de saison difficile avec Lausanne, je pense qu'il a un gros potentiel. On l'a dit ici, j'espère que ça sera un joueur majeur de l'équipe suisse. Pestoni, qui avec son début de saison avec Ambry fait un bon début de saison. Praplan, excellent début de saison, il revit à Genève et on est très heureux pour ce joueur. Après, ma question, le point d'interrogation, c'est Hoffmann. Je suis désolé, mais Hoffmann, il fait pas un bon début de saison. Après, vraiment, les perdants pour moi, mais qui ont la possibilité de revenir et qui sont pas loin, j'aime beaucoup Schmid, mais qui fait un début de saison insuffisant. Motet aussi, qui a été un petit peu en panne, mais qui fait quand même ses points, mais qui est pas le Motet de la précédente saison. Et après, évidemment, les deux gros perdants, Frick, qui n'apparaît plus sur les listes, Ugly qui ne joue même plus au Lausanne Hockey Club, et puis Fuchs, qui tient l'équipe à flot, mais qui bénéficie, qui malheureusement pour lui, par rapport au classement de son club, ça peut compter. Et surtout, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est Weber dans les buts, parce que je trouve que c'est un gardien d'avenir et il joue vraiment pas assez à Zurich. Donc voilà, c'est un petit peu pour moi les perdants. Après, on peut rajouter chez les défenseurs deux joueurs que j'aime beaucoup, Egli et Carrère, qui sont dans la sélection et qui font du très très bon travail dans leur club. Vous avez le sentiment que là, ça ressemble déjà presque à quasiment une présélection pour le mondial? Non, mais là, il y aura les joueurs de NHL théoriquement, mais déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la première sélection de Patrick Fischer avec 6 étrangers en championnat. Donc, ça veut aussi dire qu'effectivement, il y a des gens Ugly, c'est un bon exemple, qui ont perdu leur poste. Il y a des gens qui ne sont pas en confiance. On parle d'Hoffmann, mais si tout d'un coup, après Noël, il se met à carburer, ça ne sera pas le même Hoffmann. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que finalement, dans sa sélection, il a pris un peu de joueurs de toutes les équipes. Il n'a pas forcément sanctionné des équipes. Au goal, il suffit de voir qui c'est qu'au goal. En ce moment, il n'est pas... Comment dire il a pris, j'ai un blanc maintenant. Il a pris Schliemann et Giannoni. Ouais, justement, Giannoni n'a pas fait un gros début et pourtant il le prend quand même. Et c'est logique. Sur le fond, c'est quand même logique. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a mixé un peu de tout et il fait des essais, tout simplement. Mais voilà, ce qui veut dire aussi que, typiquement, en termes de temps de jeu sur les situations spéciales, par exemple, il y a des gars avec nos étrangers qui en ont moins. Donc c'est intéressant de voir qu'il prend un peu de partout. Pour moi, il fait des tests. Mais cette équipe, elle peut encore changer vraiment beaucoup d'ici. Et on va rajouter Noah Rod qui avait à la fin, qui était un petit peu un vient ensuite. Il était 13e ou 14e attaquant. Il avait refusé et il allait être papa. Mais lui aussi bénéficie de son gros début de saison. Et Rod, Chervet, des joueurs comme ça. Comme Gaëtan Haas d'ailleurs. Turkov, c'est des joueurs très très importants pour l'équipe nationale. Et puis moi, je suis très content pour Gaëtan Haas. J'adore ce joueur. J'adore la personne. Et je trouve qu'il mérite complètement d'avoir un rôle majeur dans cette équipe. Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous avec le fait que beaucoup de joueurs de chaque équipe ont été sélectionnés. Et en parlant d'Hoffmann, moi aussi, je suis déçu de son début, mais je pense que ça reflète un peu la saison que Zug a depuis le début. Mais je suis sûr que la pause, en général, pour l'équipe de l'équipe nationale, pour Zug, je pense que Zug, après ça, ils vont revenir. Il va falloir faire attention. Je pense que c'est normal, après 2 années de suite, champion suisse, c'est normal qu'il y ait un creux, mais il ne faut pas mettre Zug absolument de côté. Mais d'ailleurs, si je peux me permettre, on parlait de Gaëtan Haas, c'est quand même assez intéressant de voir que l'année passée, il n'avait pas une bonne saison, c'était compliqué pour lui, mais à aucun moment, à Bienne, on lui a appuyé sur la tête, à aucun moment. Regarde ce qui se passe avec Tobias Steffen, je trouve que c'est toute la différence. Et, le gars, de nouveau, il est en confiance.
C'est des joueurs. Hoffman, c'est un bon exemple aussi. Tu sais qu'il y a des moments où tu es moins bon, où tu perds ta confiance, mais ça reste des bons joueurs. Tout d'un coup, si la confiance revient, ils vont nous être incroyables. Et c'est important justement de ne pas les écraser quand ils sont déjà au fond du bac. Exact. Tu perds pas ton talent du jour au lendemain. Là. C'est ça. C'est beaucoup mental. Alors, des fois, c'est un peu de chance, un peu de ci, un peu de ça, et puis il suffit un petit déclic, et puis c'est reparti. C'est dans la communication. Moi, j'ai absolument pas apprécié, après le match de Rapperswil, de dire oui, le tournant du match, c'est quand on a changé de gardien, même si c'est pas la faute de Tobias Stephan. Bah si. Parce que quand tu dis ça, c'est la faute de Tobias Stephan. Et Tobias Stephan, il est rentré, j'ai regardé les goals plusieurs fois, il est laissé livrer à lui-même. Ah ouais. Il n'a pas de rythme. Dans ses déplacements, il est un peu plus lent, mais quand tu n'as pas joué depuis un mois, quand tu es à Bienne, tu rentres en cours de match, tu fais un bon et on ne te remet pas le lendemain. Quand on va chercher un troisième gardien en Swiss League qui fait un back-to-back et que tu ne joues pas, chapeau, monsieur Stéphane, il a fait une grande carrière et je pense qu'il faut absolument le relancer pour éviter pour l'instant d'aller chercher une licence étrangère. Tiens, je fais une petite parenthèse. Je reviens sur le match d'hier à Joie. Bon, je ne comprends toujours pas pourquoi on a sorti Tchatcho. Mais c'est exactement. Qu'est-ce que c'est que cette décision? C'est exactement ce que je disais auparavant, c'est qu'il y a un peu la panique de résultat. Et du coup, on est dans les émotions. On pense que Wolf, c'est le numéro 1. Au lieu de faire des alternances et laisser tout le monde dans le moule, surtout une équipe comme Ajoie qui doit faire des points de temps en temps avant la pause de l'équipe nationale, bah là, tu le mets au fond du bac. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici avec Tobias Stephan. Et je trouve qu'il a fait une excellente rentrée à Bienne et après, on l'a plus refait jouer. Puis là, on le met dans une galère pas possible où l'équipe se met à déjouer et il est absolument pas responsable de la défaite à Rapperswil. Pour revenir sur l'équipe de Suisse, si je prends la défense, j'ai l'impression que l'équipe de Suisse a maintenant besoin de se retrouver un vrai patron défensif depuis le retrait involontaire de Diaz. Il se demande toujours aussi pourquoi il n'a pas sa place. Alors c'est vrai que ses performances sont un petit peu sur le déclin, mais il avait peut-être encore sa place quand même dans l'équipe de Suisse. Est-ce que Koukan aujourd'hui peut être le nouveau patron de la défense? Sur ce qu'il montre encore une fois sur le match d'hier par exemple, c'est un défenseur à vocation tellement offensive que justement on risque encore de beaucoup en parler. C'est un très bon joueur, mais la défense de NHL, on aura Yossi, on aura Sigenthaler qui seront de retour, enfin qui devraient arriver, j'espère. On espère. Mais voilà, autrement, en dehors de ça. Non, pour l'instant. À la Talo, à la Talo, il est chanceux d'être là, vraiment chanceux d'être là. Mirko Müller, à la Talo, ils font vraiment pas un bon Christian Marty. Non. Là, pour l'instant, sur le line-up, après, il y a des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés qui peuvent. Mais pour l'instant, c'est les joueurs NHL et notamment Romagnosi et Koukan n'a pas les épaules par rapport à la constance sur le jeu défensif, offensif pour performer au championnat du monde comme un Yossi peut le faire. Donc, il a énormément manqué au championnat du monde et on espère qu'il soit là pour les prochains. Moi, je pense que ça explique en partie la présence de Guérin. Oui. Parce qu'en tout cas, lui, c'est pas une solution d'avenir, ça, non, c'est sûr. Mais par contre, c'est un gars qui peut amener justement ce côté taille patron. Puis fiable défensivement. Ouais. Fiable. Puis c'est son rôle à Zurich, clairement. Oui, parce qu'on va quand même rappeler que le premier adversaire de la Suisse, c'est le champion du monde et champion olympique, c'est la Finlande. Ça sera le 12 novembre. Alors là, on peut parler plus globalement, mais on en reparlera la semaine prochaine. On va quand même pas tout dévoiler sur cette carrière à la Cup et puis on arrive gentiment au bout de cette émission. Mais les adversaires de la Suisse, c'est donc la Finlande, la Suède et la Tchéquie. Ça, c'est de la préparation, ça. Ça ne peut que faire progresser l'équipe de Suisse. Sympathique. Un bon programme. Ce qui est bien, c'est que la Finlande, il y aura la moitié des gars qui jouent en Suisse. C'est vrai. Déjà ça. Mais même la Suède. Ils sont toujours bons dans ces tournois de préparation. La Suisse, ils y arrivent. Ça dépend des périodes. Mais là, il y a des joueurs qui ont tout à prouver. Et puis c'est bien de. Moi, ce que j'aime vraiment dans la sélection, c'est qu'il y a tous les clubs représentés. Puis il y a un tour d'horizon, en fait. Puis du coup, il envoie des messages d'espoir à tout le monde. Il garde tout le monde en température. Je pense qu'il a un bassin de joueurs de 40, 50 joueurs. Il sait très bien. Après, ça va être la forme du moment. Puis il y aura 2-3 valeurs sûres. Typiquement, Hoffman, il y sera, quoi. Mais c'est pas pour autant qu'il est en forme maintenant. Ça, c'est vrai. Oui, Patrice. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est des tests et voir un peu, donner un peu de bonbons à des joueurs qui, comme tantôt, ne méritent pas vraiment, mais à cause des manquances de joueurs NHL. Je pense que c'est un bon test pour beaucoup de joueurs. Et puis, une dernière chose, ça, je ne sais pas si c'est de la politique, mais Herzog, il a fait des bons championnats du monde. Il y a eu cette polémique. On a beaucoup parlé de. On a besoin des joueurs durs. Non, on a beaucoup parlé de la commotion de Bloom. Et puis Bloom a quand même dit c'est la première fois qu'il communique qu'il a appelé la fédération pour parler de ça. C'est un sujet très très délicat.
Et ça s'est passé avant les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde. Et puis il a été pris, puis là il est plus dans la sélection. Est-ce qu'il y a un lien ? Ça, je ne sais pas. Moi, je pense qu'Herzog, il sera au championnat du monde. parce que quand il joue les grosses équipes, il te faut des gros gars comme ça. Et puis, ouais, il a un jeu viril à risque, c'est vrai. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ne voudraient pas Herzog dans son équipe. Mais si on va conclure, c'était la première édition du premier bloc Before, puisque nous avons parlé des matchs qui vont se dérouler ce week-end. Je rappelle les matchs de ce soir. Ils ont tous lieu à 19h45 en National League. Et je vous demanderai, selon vous, quel est le match qu'il ne faut rater sous aucun prétexte, que ce soit sur place, parce que je dis toujours que le hockey sur glace c'est bien, le hockey sur place c'est mieux, ou bien alors à la télévision, puisque vous le savez, tous les matchs seront diffusés en direct sur MySports. Alors, les affiches de ce soir: Ambry contre Zug, Bienne reçoit Rapperswil, Davos accueille Langnau, Fribourg accueille Genève Servette, Cloton reçoit le HC Lugano et Lausanne accueille le SCB. Le match à ne pas rater. Alors, on peut en dire 3 ou pas ? Non, c'est dur d'en choisir. Moi, je vais dire pour la qualité du jeu, Bienne Rapperswil, pour les émotions, Lausanne-Berne, et puis pour le derby fantastique avec la patinoire pleine, Fribourg-Genève. Quel derby ? Ouais. C'est pas un derby, ouais. Le seul derby, c'est entre Fribourg et Berne, hein, ça, diront les Fribourgeois. Non, mais c'est les Carole Fribourgeois qui parlent. On parle du derby roman. Et puis, deux équipes qui se rivalisent et qui ont fait des bonnes saisons. Donc c'est ça l'attractivité. Puis ça va être plein, donc ça va être super. Christian. Moi, alors clairement pour le spectacle, c'est Fribourg-Genève. Ouais. Je pense qu'en termes de spectacle, les deux équipes ils peuvent offrir quelque chose d'incroyable. Et puis autrement, pour l'instant, le moment, Lausanne. Clairement, juste pour la réaction. Moi, j'espère juste qu'il y ait du monde dans la patinoire. Pour l'émotion, c'est ce soir ici. Je vais être ici aussi. Je pense, la qualité du hockey, de regarder un match avec beaucoup d'émotion. Fribourg et puis Genève. Et puis un autre match à qualité aussi, Rappi et puis Bienne. Ces trois matchs à pas manquer, je pense. Eh bien, merci, messieurs. Évidemment, et vu l'actualité lausannoise ce soir, dans les colonnes de planethockey.com, notamment demain, nous reviendrons plus largement grâce à Laurent Antonioli sur la rencontre entre le Lausanne Hockey Club et le SC Berne. Voilà, c'est terminé pour ce premier bloc Before. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi depuis tête de course J'essaye encore de trouver. Oui. Bike and Coffee. Voilà, le Bike and Coffee. Et puis, on n'y arriverait jamais. Là, le Bike and Coffee à Lyon. On était à la Vaudoise Arena. Et là, aujourd'hui, effectivement, nous sommes à la Vaudoise Arena. On va remercier tous ceux qui nous ont laissé cette magnifique loge à disposition avec vue imprenable sur la glace. Et voilà. Philippe, lundi, ça sera l'after. Et lundi, ça sera l'after, bien sûr. Là, donc, en direct, enfin, depuis Nyon, où on retrouvera notamment Michael Ngoy, qui devrait nous rejoindre. Le line-up, on vous le donnera un petit peu plus tard. Merci de nous avoir suivis. C'était donc, dans l'ordre, Laurent Perroton, Christian Ponty, Patrice Lefebvre, Philippe Ducarreau. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Et à très bientôt sur Planète Hockey la radio et planethockey.com.
have loved you. Oh, when I touched you, I should have loved you. There you were, I was blinded. After love, swore I couldn't find it. A seduction grabbed my hand. Ooh, my body's free, but my heart just didn't understand. Life between the sheets is fine if all you wanna make is time. But if you wanna make it last, ooh, you lose control if you try too fast. I should have loved you. I should have loved you. But when I touched you, I should have loved you. Going down for the count. Now I'm in, but you are out. My memories are my obsession, begging for attention. Ooh, yeah. Apprehending on my criminal need that stole your heart and left you to bleed. Those days are over, baby. Yes, I swear. Just say the word and I'll be there. I should have loved you. I should have loved you.